Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le mercredi 17 mars 2021. Vous regardez À l'air libre, la quotidienne de Mediapart. Au sommaire ce soir, des dizaines de théâtres occupés partout en France, comme celui de Lille, où on a rencontré une comédienne très énervée. Je leur dis de venir écouter là, ce qui se passe là, de venir écouter la détresse qui vient là, venir écouter les gens qui sont en train de crever la dalle là. Venez, venez, venez. Voici le message de la comédienne Corinne Massiero, la sensation des Césars aux politiques. Reportage dans un instant. Et puis comment rétablir la confiance entre la justice et les citoyens? On posera cette question et bien d'autres à notre invité, le magistrat Youssef Badr. Il a porté la parole de la chancellerie pendant 2 ans et s'occupe aujourd'hui de la formation de ses pairs. 63 théâtres occupés en France à ce jour, selon la CGT Spectacle qui tient le décompte. Parmi eux, le théâtre Sébastopol à Lille. Salut Mathieu, bonjour. Tu y es allé, tu en reviens, tu y étais hier avec Youmi Kezouf. Oui, Valentine, des intermittents, étudiants et précaires occupent depuis le début de la semaine ce théâtre du centre de Lille. Une salle octroyée après quelques négociations par la mairie. Hier midi, c'était l'Assemblée Générale. Ils étaient 70 et se sont réjouis de la progression du mouvement. Bordeaux, l'Opéra National. Bourg-en-Bresse, SMAC, la Tannerie, le théâtre Sébastopol de Lille et, à l'instant, le Chanel de Calais. Maxime vient nous dire que le Chanel de Calais est occupé depuis ce matin. Et parmi ces occupants, une femme que la France entière connaît désormais depuis la cérémonie des Césars. Elle s'appelle Corinne Massiero, une comédienne connue notamment pour son rôle dans la série télé Capitaine Marlowe. Une actrice engagée aussi, comme les autres. Elle a pris part aux discussions lors de cet AG. Avec les Gilets jaunes et d'autres organisations qui veulent revenir pour faire plus fort et plus union, quoi. Bien sûr. C'est important. De toute façon, c'est un truc de réflexion. Nous, les Gilets jaunes, on est d'accord. Du coup, c'est derrière. Et si toute la France connaît son nom depuis samedi, c'est en raison de sa performance au César. Corinne Massiero habillée en peau d'âne sanguinolente afin de dénoncer les violences sexuelles. Qui c'est qui va financer peau d'âne aujourd'hui? L'histoire d'un père qui veut se marier avec sa fille pour la doquer. Personne il va financer ça. Au CNC peut-être. Bah ouais, c'est pas de moi la blague. Allusion au patron du Centre national du cinéma, Dominique Boutonnat, mise en examen pour agression sexuelle. Corinne Massiero qui est allée jusqu'à se dénuder sur la scène des Césars. Parce que maintenant, on est comme ça, tout nu. Voilà. À la fin de l'Assemblée Générale, on a visionné la scène avec elle. Elle ne l'avait pas encore revue. Et ils se disent, ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça, c'est naze. Oh putain, l'autre avec sa peau d'âne, pour qui elle se prend, c'est même pas drôle. Bon, moi je t'avoue, mettre le truc de peau d'âne, je me suis dit, chic, chic, chic. Et là, très vite dans ma tête, je me dis, comment je vais pouvoir putcher? Évidemment, il ne faut jamais dire une action, tu ne dis pas ce que tu vas faire, sinon ça ne marche pas. L'idée, c'était de montrer qu'on était à poil, il faut vraiment le faire, sinon ça n'a aucun sens. Ce dont on parle le plus, c'est de mes vieilles fesses en ruine, en train de faire, et de mes nichons qui tombent, en train de marquer nos futurs, nos cultures, tu vois. Mais ce qui est génial, et ça je suis contente parce que c'était le but, c'est qu'on en parle. La preuve, c'est que tu es là. La preuve, qui c'est qui est venu aujourd'hui? Tu avais même une télé autrichienne. Et si je ne l'avais pas fait, ben voilà, on ne pourrait pas parler de ça. On ne pourrait pas parler de la précarité des gens qui sont de la culture, des gens et de l'éducation, et à la santé, et de tout ça, et des élèves. On ne pourrait pas en parler. Une actrice nue sur scène à la télé, cette scène a déclenché une série d'indignations, indigence du cinéma français selon le Figaro. Il y a aussi eu les commentaires sexistes d'un chroniqueur chez Hanouna, on vous les épargne. Ces réactions, Corinne Massiero ne veut même pas les écouter. Je ne veux pas le savoir. J'en ai rien à foutre. Bah, évidemment, on sait très bien qui va dire c'est naze et qui va dire c'est bien. Vulgarité, mais ça, tu sais, je fais du théâtre de rue, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Et j'ai reçu un tsunami de merci, de je t'aime, de on vous aime, de merci de parler pour nous, de prendre la parole pour nous, merci. Je m'attendais vraiment pas à ça. Il y a beaucoup de nanas d'un certain âge qui m'ont dit merci de montrer votre corps parce que bah, voilà, on a le droit d'exister aussi. Et tu vois, ça me fout la chair de poule parce que je m'y attendais tellement pas. Je te dis, j'ai des messages du Brésil, de Corée du Sud et des États-Unis. Tu te dis, non mais, et de l'Inde. Et pour elle, toutes les réactions négatives sont en réalité très parlantes. Qu'une meuf de mon âge se fout à walper sans être rafistolée, avec les miches qui tombent et puis la cellulite, le ventre comme ça et les ins qui font comme ça. Pas épilé, rien du tout. Oh, mon Dieu, ça révèle beaucoup de choses, non?
On est bien dans une société patriarcale et sexiste. Et je suis désolé, mais depuis les Oscars de l'année dernière, moi, j'ai pas la classe d'Adèle Haenel que vraiment, que je trouve formidable, qui se lève, voilà, elle est super jolie. Moi, je suis pas belle comme elle, j'ai pas sa classe. Moi, ma force, c'est d'être moche et populaire et vulgaire, parce que vulgaire, c'est qui vient du peuple. Et donc, si ça gêne des gens, posez-vous la question pour que ça vous gêne, messieurs, dames. Valentine, elle est comme ça, hein, Corinne Massiero. Elle n'a pas vraiment la langue dans sa poche, et encore moins la langue dans sa poche quand il s'agit de lancer un message aux dirigeants. Message, par exemple, envoyé à la ministre de la Culture. Je leur dis déjà d'arrêter de faire blabla, de faire des actions, et je leur dis de venir écouter là, ce qui se passe, là, de venir écouter la détresse qui vient là, venir écouter les gens qui sont en train de crever la dalle là. Venez les écouter, venez leur dire vos putains de mots de merde là, des trucs de communicants là qui viennent pour tout ça dans un truc d'électif. Pardon, hein, je m'énerve, moi je sais pas faire ce genre de bien se tenir, faire le sourire et dire des horreurs avec un sourire. Je ne sais pas faire ça moi, et j'ai pas envie de le faire. Venez écouter la détresse qu'il y a là sur le plateau, venez. Et puis, si vous avez la honte, parce que elle, là, la meuf, là, elle est venue, soi-disant, au César. La meuf, c'est la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui a qualifié la cérémonie des Césars de navrante. Si elle n'est pas contente, elle avait qu'à venir me le dire. Elle était dans la salle. Elle avait qu'à venir sur le plateau, dire « Mes chers amis, mais quand même, pourquoi elle n'est pas venue ouvrir sa gueule ?» Ça va, faut arrêter de se foutre de nous. Hein. Se foutent des artistes. Mais pas que les artistes. Pas que les artistes. Ils se foutent de tout le monde. Là, il n'y a pas que des artistes, hein. Il y a de toutes sortes de gens, de tous les corps de métier. J'enfonce des portes ouvertes, enfin, on sait très bien. Genre, tout ça, c'est de la com. Merde. Valentine, après notre entretien, 10 députés Les Républicains, qui n'ont visiblement que ça à faire, ont envoyé une lettre au procureur de la République de Paris pour, je cite, « exhibition sexuelle ». Alors ce matin, j'ai demandé sa réaction à Corinne Massiero. Elle m'a envoyé un smiley sur son téléphone portable d'un bonhomme qui rit aux larmes, hein, le petit smiley bonhomme qui rit. Et cette phrase, « Hasta la victoria et la vulva siempre ». Hasta la victoria, c'est la formule du Che, hein, jusqu'à la victoire. Et la vulva, c'est la vulve en espagnol. Le Figaro et 10 députés LR ne l'impressionnent vraiment pas. Merci Mathieu. Et on va parler de justice justement, la justice, avec notre invité, le magistrat Youssef Badr. Bonsoir Youssef Badr, bienvenue sur le plateau d'Alerte Libre. Vous avez regardé le reportage. Est-ce que, comme ça, ce signalement pour exhibition sexuelle a une chance d'aboutir en justice? A une chance d'aboutir, je ne sais pas. C'est le procureur de Paris qui décidera, mais en tout cas, tout citoyen, tout député, n'importe quelle personne est libre d'envoyer un courrier et de saisir le procureur. Après, il y a un principe en procédure pénale qui s'appelle l'opportunité des poursuites. Le procureur est libre de déclencher ou pas l'action publique, mais c'est lui seul. Et on rappelle que la justice a déjà beaucoup de travail. Alors, Youssef Badr, vous avez 39 ans, vous êtes magistrat, actuellement chargé de la formation continue à l'École nationale de la magistrature, donc l'école qui forme les magistrats en France. Juste avant, vous étiez au cabinet de Nicole Belloubet en tant que porte-parole de la chancellerie, et vous faites partie, je le montre, des 65 magistrats qui ont donné leur expérience dans ce livre « Rendre la justice », publié chez Calman Lévy la semaine dernière. Donc chacun y raconte une expérience. On va revenir sur votre texte tout à l'heure. Revenons d'abord sur votre parcours. C'est donc en 2008 que vous réussissez le concours de l'ENM. On est remonté dans le temps et on a trouvé la trace de ce passage à l'école, car pendant ces années d'apprentissage, vous êtes filmé pour un documentaire aux côtés d'autres auditeurs de justice. On vous voit donc en cours, en situation, lors d'une autopsie ou embarqué avec les policiers. Disons que ce qu'on nous avait dit à la prestation de serment, ça s'est révélé exact, quoi. On nous avait dit qu'on nous mentirait si on nous disait qu'on aurait une vie faite de soulagement et de tranquillité. Mais de toute façon, on le savait très bien. Mais en tout cas, moi aussi, je suis conforté, je suis bien content de ce que je fais. C'est hyper difficile, mais je pense fondamentalement que c'est le plus beau métier du monde, sincèrement. C'est une folie. Comment? C'est une folie. D'être juge? Ouais, c'est un pari un peu fou, ouais, ça c'est sûr. Un pari un peu fou, car à l'ENM, il faut bien le dire, peu d'élèves ont votre profil. Mon parcours fait que l'école dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est aussi des années de galère. C'est très bête, mais moi, mes parents, ils avaient pas. Ma mère, elle s'est saignée au Cadven, elle est femme de ménage, elle s'est saignée au Cadven pour payer des études. Elle a fait tout ce qu'elle a pu. D'ailleurs, c'est certainement, elle a une grosse part de responsabilité dans ma réussite, quoi. Elle m'a énormément aidé. Et nous, on a dû travailler chez nous quand même assez tôt. Moi, j'ai toujours travaillé quand j'étais à la fac à côté.
Quand mes amis sortaient, moi je rentrais plus tôt parce que je devais travailler le week-end et tout ça. Donc voilà, moi ce que j'ai vécu, je ne regrette pas. Franchement, en y repensant, je me dis que quand je vois le chemin que j'ai parcouru pour y arriver, je me dis que je préfère finalement le mien. Je préfère finalement m'être levé pendant 5 ans, avoir fait les marchés, avoir gagné 3 francs 6 sous et être à l'ENM. Quand vous voyez ces images qui ont un peu plus d'une dizaine d'années, vous vous dites quoi? Je me dis que ce que je disais à l'époque, je pourrais le redire aujourd'hui, exactement, les mêmes termes. C'est-à-dire qu'avec l'expérience maintenant des 10 années passées, effectivement, c'est un métier qui est hyper difficile, qui est hyper exposé, dans lequel on est systématiquement sous le feu de la critique. Et j'ai l'impression que plus les années passent, et moins on nous épargne de choses. Je conçois parfaitement, puisque c'est un exercice, c'est un métier avec du pouvoir, et qu'on a la possibilité de briser des trajectoires et de contraindre les gens et de les restreindre dans leur liberté. Donc je pourrais redire la même chose. Et ensuite, évidemment, sur l'aspect personnel, je regrette évidemment pas. Les 10 années que j'ai passées étaient 10 années d'une richesse incroyable. Et voilà, je pourrais redire, je pense, la même chose, en fait. Est-ce que les années de galère dont vous parlez dans ce documentaire font de vous un magistrat peut-être plus en prise avec la réalité des gens que vous êtes amené à juger? Je sais pas, parce qu'on a tous un parcours différent qui fait qu'on a tous des sensibilités différentes. Après, je sais pas. Franchement, je sais pas si je suis. Je pense pas. Je pense qu'on a tous des sensibilités différentes qui font qu'on appréhende des situations, voilà, de manière chacun avec son expérience. De toute façon, on est tous le fruit d'un parcours qu'on a eu, donc on est tous des sensibilités différentes par rapport à des cas de figure. Mais après, je pense qu'on est tous on a tous la même sensibilité face à l'écoute d'un prévenu ou face à l'écoute d'une victime. Et est-ce que c'est un poids supplémentaire sur vos épaules? Non, c'est-à-dire que des gens comme vous qui venez d'un milieu très populaire, issus de l'immigration, il y en a peu. En tout cas, quand vous étiez auditeur de justice, il y en avait peu à l'ENM. Est-ce que vous pouvez représenter un modèle et du coup, vous êtes chargé de ce poids de ne pas décevoir, de devoir absolument être irréprochable? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez en tête? Alors, être irréprochable, ça, je le sais pour moi. Tous les magistrats l'ont, j'imagine. Voilà, exactement. Ça, après, moi, j'ai toujours considéré, mais ça depuis les années de fac, que voilà, je devais l'être un peu plus que les autres parce que j'avais pas envie qu'on me dise, évidemment, de toute façon, c'était couru d'avance. La deuxième, le modèle, moi, j'aime pas tellement le terme de modèle. Par contre, ce qui est vrai, c'est que pendant 8 ans, un peu moins de 8 ans, j'ai vécu dans l'anonymat, entre guillemets, du magistrat en juridiction. Et ensuite, l'arrivée à Vendôme m'a donné une exposition. Cette exposition-là, je l'ai pris de plein fouet. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai eu à ce moment-là une avalanche de mails, de demandes, de contacts, y compris des gens qui m'appelaient sur la ligne fixe à Vendôme pour demander à me parler, des parents, d'élèves, d'étudiants. Des étudiants, et ils avaient tous le même profil. C'était des étudiants qui venaient de parcours modestes, beaucoup issus de l'immigration, et beaucoup me disaient « j'aimerais bien le faire, mais je ne pense pas être capable de l'être pour X ou Y raison ». Vous savez, la fameuse barrière qu'on se met mentalement, et ensuite le syndrome... plafond de verre. Exactement, le plafond de verre. Là, je le savais, mais j'en ai pris conscience à ce moment-là, et ensuite, oui, aujourd'hui, ça m'a amené effectivement à faire aussi un pas de côté dans mon activité professionnelle, et à m'investir pleinement dans le milieu, oui, étudiants, et essayer de leur dire en fait que tout est largement possible pour eux. Qu'est-ce que vous diriez donc à un jeune ou une jeune là qui nous écouterait, qui serait éloigné de ce monde de la justice et qui voudrait devenir magistrat? Alors, je leur dirais d'y croire, d'une part, parce que en fait, ce métier-là, il est fait pour eux, il est surtout fait pour eux, en fait. Il ne peut pas y avoir en fait que des gens qui ont le même moule, que des gens qui sont des fils d'eux, d'instituteurs, de profs, de magistrats ou de hauts fonctionnaires. Ce corps-là, en fait, il doit se diversifier. D'ailleurs, moi, j'invente rien en vous disant ça, hein. Les responsables politiques le disent également. Je leur dirais, en fait, si moi je l'ai fait, n'importe qui est capable de le faire. Après, ça demande juste un facteur qui est important, c'est le travail. Ça demande de s'investir énormément et d'être bien encadré. Vous dites, vous n'êtes pas le seul à le dire, les responsables politiques le disent. Ils le disent, mais est-ce qu'ils font en sorte qu'il y ait une réelle égalité des chances? Je ne sais pas si... franchement, je ne saurais pas dire ça. Moi, ce que je constate aujourd'hui, pour intervenir dans des collèges ou des lycées, c'est qu'en fait, quand vous intervenez dans un collège, ils vous regardent avec des yeux ronds, en se disant, mais attends, lui, il est magistrat, mais il a quel âge? Enfin, magistrat, c'est un métier qui est réservé à des gens qui ont 50 ou 60 ans, sur un cursus totalement nébuleux, et les lycéens, c'est pareil.
Je ne sais pas si aujourd'hui on prend la mesure de ça, c'est-à-dire que les étudiants arrivent en fin de cycle et on leur dit voilà ce qui vous est ouvert. Et en fait la porte généralement ou la marche elle est beaucoup trop haute pour eux. Ils n'ont pas acquis le bagage nécessaire, ils n'ont pas les bons codes, ils n'ont pas la méthodologie, qui fait qu'en fait généralement soit ils n'y vont pas, soit ils se plantent au concours. Moi, ce dont je suis convaincu, c'est que c'est quelque chose qui se joue bien en amont, qui se joue au niveau du collège et du lycée. Je ne sais pas si aujourd'hui ça se fait, si aujourd'hui on leur dit voilà ce qui est possible pour vous aujourd'hui, si on leur ouvre le champ des possibles. Ah ben, on le verra dans les années qui viennent. Vous tweetez pas mal. J'ai regardé votre compte Twitter et du coup, en lisant votre compte Twitter, on imagine votre parcours semé d'embûches. J'ai repéré par exemple ce tweet qui date de fin novembre. Ça parle de discrimination. Vous écrivez que vous avez déjà subi des contrôles aux faciès, que vos plus jeunes frères aussi, que vous avez aussi subi des insultes de la part de certains policiers, que vous avez vu certains policiers hurler sur vos parents sans raison, secouer des copains d'enfance, et vous concluez « Ai-je confiance en la police ? Totalement. Il faut juste savoir reconnaître que certains n'y ont pas leur place. » Alors, ne pas faire d'amalgame est extrêmement vertueux, c'est tout à fait normal, mais diriez-vous quand même que les violences policières sont des violences systémiques ? Je sais pas, franchement, je sais pas si c'est systémique ou pas. Ce qui est vrai, c'est que il y a dans les comportements au sein de la police nationale qui sont absolument anormaux et qui sont absolument scandaleux. C'est une réalité puisque moi je l'ai vécu, mes frères l'ont vécu. Voilà, celui qui va vous empêcher de prendre votre train. Et ça, c'est pas systémique. Je ne sais pas si c'est systémique parce que ça voudrait dire qu'en fait, si vous voulez, c'est le système qui organise ça. Je ne pense pas. Et en fait, mon activité de parquetier, où j'étais effectivement en lien quotidien avec les policiers, m'a démontré en fait une réalité qui était tout autre, qui était que l'immense majorité des policiers ne sont pas comme ça. Le problème, en fait, pour moi, c'est qu'on a d'un côté des gens qui vous dénoncent des policiers ou qui dénoncent des comportements et peut-être parfois avec toutes les précautions qu'il faut mettre, peut-être une suite qui n'est pas forcément donnée. Et en fait, les gens ont parfois l'impression que quand on dénonce des faits, en fait, il n'y a rien qui suit. Mais vous avez subi des contrôles aux faciès. Moi, je n'en ai jamais subi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de systémique dans le fait de contrôler des personnes racisées ? Moi, je pense qu'il y a des gens qui, peut-être, intègrent la police nationale pour des mauvaises raisons, peut-être pour assouvir des espèces de comportements qui sont un peu enfouis au fond d'eux et qui n'ont rien à y faire là. Est-ce que le récépissé pourrait être une solution ? Emmanuel Macron a reconnu très récemment qu'il existait des contrôles aux faciès. Il est opposé au récépissé. Est-ce que ce serait une bonne solution ? Ce serait une bonne solution, oui, si c'est totalement transparent et si c'est fiable, de la même manière que mettre aussi des caméras. Mettre aussi des caméras pour voir comment se déroule un contrôle d'identité peut être aussi une bonne solution. Le fait, par exemple, de ne pas tutoyer quelqu'un, le fait d'avoir le même comportement que ce soit avec un adulte ou un mineur, oui, bien sûr que ça pourrait être autant de solutions. Alors, dans ce livre, Rendre la justice, vous racontez, vous avez choisi de raconter, donc je résume, il y a 65 magistrats qui livrent une expérience de la justice, c'est préfacé par Chantal Arens et François Molins, avec lequel vous avez d'ailleurs travaillé. Vous avez choisi dans ce livre, vous, de raconter une affaire de violence sexuelle, une affaire de viol en Réunion. On est en 2013, vous êtes substitut du procureur à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Le cas est celui d'une jeune femme violée par 19 jeunes hommes. 5 d'entre eux sont dans le box des accusés, les 5 seront condamnés. Cette affaire, vous écrivez dans ce texte l'avoir abordée avec des préjugés, comme nous en avons tous. Je vous cite. En lisant le dossier, vous êtes dubitatif. Vous rapportez d'ailleurs les auditions des policiers qui sont tout aussi sceptiques. On parle beaucoup des biais, des préjugés des policiers qui parfois n'enregistrent pas les plaintes ou reçoivent très mal les victimes de violences sexuelles. On parle moins des magistrats. Manquent-ils eux aussi de connaissance de ces violences-là, de formation ? Ont-ils aussi des préjugés contre lesquels il est difficile de lutter et que la judiciarisation très faible de ces affaires démontre ? Je pense qu'on a tous des biais au départ de jugement, une première lecture en fait, qui est une lecture froide. Ce qu'il faut savoir, c'est que la différence entre un magistrat et un policier, c'est que le policier, il a la victime devant lui. Donc lui, il peut percevoir les choses, il peut sentir quelque chose. C'est pas du tout le même rapport. Nous, au parquet, en fait, on a une lecture assez froide au départ du dossier. Et donc du coup, nous, on doit se faire une idée sur un dossier avant d'aborder l'audience. Donc avant d'aborder l'audience, évidemment, il y a énormément de schémas qui peuvent se faire dans votre tête et qui peuvent se dire, franchement, soit il ment, soit lui, je sens pas, soit là-dessus, il y a des contradictions. Donc évidemment qu'on a tous des biais. Mais heureusement, le système qu'on appelle la chaîne pénale fait qu'entre le départ, l'enregistrement de la plainte ou la dénonciation des faits et ensuite l'arrivée à l'audience, il y a un certain nombre d'étapes qui font que
en réalité, sauf à ce que vous soyez quelqu'un qui ne supporte pas la contradiction, ce qui serait déjà en soi un problème, en réalité, toutes les idées que vous avez finissent par tomber les unes après les autres, parce que soit la réalité du dossier l'emporte, soit l'audience en fait finit par tout emmener. Mais sauf que, est-ce que sur les violences sexuelles, les violences conjugales, vous reconnaissez qu'il y a un problème dans la chaîne pénale, à un moment? Ça dépend ce que ou vous à plusieurs moments. Problème. Quand on se rend compte que le nombre des féminicides ne baisse pas vraiment, quand on voit que extrêmement peu de plaintes pour viol aboutissent à un procès et à des condamnations, est-ce qu'on peut considérer que tout fonctionne parfaitement dans la chaîne pénale pour les violences sexuelles? Alors, à partir du moment où vous avez des gens qui vous disent ne pas avoir été entendus comme ils auraient dû l'être, à partir du moment où vous avez des gens qui vous signalent des faits et qui ne sont pas entendus, on ne peut pas dire que tout fonctionne normalement, ça c'est une évidence. Après, les magistrats, enfin en tout cas l'institution judiciaire, vous savez, elle est gouvernée par des principes qui font qu'en fait c'est des principes qui nous guident au quotidien. Des faits, ils doivent s'établir, ils doivent se prouver. Effectivement, parfois, plus vous remontez dans le temps, plus il est difficile d'établir les faits. Parfois, vous avez aussi des faits en flagrance dont il est aussi très difficile d'établir les faits. C'est un vaste sujet, c'est une vraie question parce qu'il va de soi que la personne qui voit l'institution ou qui a quelqu'un qui a eu affaire à cette institution judiciaire et qui n'a pas eu gain de cause ou qui n'a pas été satisfait dans l'accueil ou dans l'écoute aura tendance finalement à ne pas faire confiance à l'institution, ce que je pense est un mauvais réflexe, sans aucun jugement de ma part. Mais bien sûr qu'on peut toujours progresser, mais les faits, on doit les prouver. On doit les prouver. Peut-être qu'il doit y avoir une écoute aussi qui doit être plus attentive, peut-être au niveau des services de police, mais peut-être ou sûrement? Non, sûrement. Vous savez, vous avez des victimes de viol ou des victimes de violences conjugales qui vous disent avoir été très bien reçues et avoir été entendues normalement. Bien sûr, heureusement. Et ensuite, vous en avez d'autres qui vous disent effectivement l'effet inverse. Bien sûr que l'écoute, de toute façon, elle doit toujours être parfaite et on doit pouvoir les encourager. Après, je pense, moi, que c'est... il y a un certain nombre d'étapes à un moment donné dans les rendez-vous judiciaires, entre guillemets, qui font que... ça rend en fait la procédure un peu plus complexe. Est-ce qu'il faut les modifier? Je ne sais pas. Je vous donne un exemple très simple. Moi, il y a quelque chose en tant que magistrat, mais ça n'engage que moi, qui m'a toujours heurté, c'est qu'une victime de viol, elle doit passer la première barrière, qui est celle de son fort intérieur, de se dire « je vais dénoncer les faits », avec les risques parfois de représailles, de honte, de peur et tout ce que ça conduit. Elle doit dénoncer les premiers faits devant les services de police, avec tout le traumatisme que ça a. Elle peut se tromper, elle peut se contredire, elle sait que ce sera quelque chose qui lui sera opposé plus tard. Elle doit peut-être ensuite être confrontée à son agresseur au sein du service de police. Lorsqu'il y a une information judiciaire, elle doit réitérer ces faits-là. Elle doit être réentendue devant le magistrat instructeur. S'il y a un procès, elle doit expliquer ce qui s'est passé. À l'audience, elle va être questionnée. C'est normal, c'est le principe du contradictoire. Mais ce sont des épreuves qu'elle passe. De l'autre côté, certaines victimes, parfois, quand on discute avec elles, me disent « mais regardez le nombre de fois où je dois répéter les faits, quand l'accusé, lui, ou le prévenu, a le droit au silence dès sa première audition. » Peut-être, je dis bien peut-être, et c'est pas ici que je vais le résoudre, mais peut-être qu'il y a matière à réflexion aussi là-dessus. C'est vrai que quand on met ça sur un même pied, on se dit que d'un côté, même si c'est au parquet de prouver, et ben en fait le chemin, peut-être que le chemin il est beaucoup trop long pour eux et on leur demande beaucoup trop difficile. En tant que magistrat, vous n'avez pas vocation à être connu du grand public, à être dans la lumière, sauf à certains postes comme celui que vous avez occupé donc à la chancellerie. Vous étiez porte-parole, vous avez occupé ce poste 2 ans auprès de Nicole Belloubet en tant que ministre de la Justice. Qu'est-ce que vous retenez de ce passage en cabinet ministériel? Alors, qu'est-ce que je retiens de ce passage? Je dirais que la justice, en fait, elle reste encore une espèce de machine nébuleuse et méconnue du grand public et si je devais résumer en une phrase, je dirais qu'on ne fait pas assez de pédagogie, peut-être. Vous avez été substitut du procureur. Est-ce que le parquet doit être indépendant? C'est une vaste question. C'est une vaste question, mais pour moi, le parquet, il l'est, dans la mesure où, pour moi, l'indépendance, si vous voulez, elle se vérifie quotidiennement dans les affaires du quotidien, que ce soit l'affaire lambda ou que ce soit l'affaire qui va être ultra médiatisée. À partir du moment où vous ne pouvez pas donner d'instruction individuelle à un parquetier, moi j'en ai jamais vu. Ça c'est la théorie et mais statutairement le parquet n'est pas indépendant de l'exécutif. Emmanuel Macron avait promis de séparer l'exécutif du judiciaire, c'était en 2017. François Molins, très récemment, vous avez travaillé dans son tribunal, le demandait lui aussi. Je parle même pas de la CEDH. De nombreuses personnalités de la justice et d'institutions considèrent que le parquet en France n'est pas indépendant et que c'est un problème. Est-ce qu'il faut réformer le parquet selon vous? Il n'est pas indépendant. Statutairement, je ne doute pas que les individus gagnent leur indépendance dans leurs décisions. Mais est-ce que statutairement, il faut changer le statut du parquet? En fait, le dernier lien qui manque, ou en tout cas le dernier cordon qu'il faudrait couper, c'est le lien entre la nomination effectivement de la chancellerie des magistrats du parquet. Mais
ça a quand même des conséquences. Et c'est pour ça que moi, je vous dis que, pour moi, il est indépendant parce que le politique ne peut pas intervenir dans les affaires individuelles. Mais de l'autre côté, si vous coupez ce cordon-là, et pour le coup, moi, c'est quelque chose auquel je crois, comment voulez-vous donner des circulaires de politique pénale qui soient cohérentes sur tout le territoire national, puisqu'en fait, à ce moment-là, vous ne pourrez plus donner d'instructions de manière générale, ou en tout cas dire attention, de la même manière qu'on revient aussi sur le sujet que vous m'évoquiez juste avant, les violences conjugales. Si vous voulez qu'à un moment donné, un ministre de la Justice, parce qu'il va être questionné quotidiennement, je voyais Nicole Belloubet régulièrement interpellée, à juste titre, par les députés de l'opposition ou de la majorité, sur des sujets de violences sexuelles, sur des sujets de violences conjugales. Si la ministre ne peut pas donner d'instructions de manière générale en disant, voilà, attention, il faudrait peut-être être vigilant sur ces sujets-là et ces sujets-là, si vous coupez le cordon, elle ne pourra plus le faire. Moi, je pense que l'indépendance, elle se mesure quotidiennement, et pas forcément dans les affaires médiatiques, mais dans les affaires tout venant. À partir du moment où vous ne pouvez pas intervenir dedans, pour moi, le magistrat du parquet, il est indépendant. Alors, faut-il supprimer la Cour de justice de la République, qui est un tribunal d'exception, composé de 3 magistrats professionnels et 6 parlementaires, et qui donc est habilité, seule cour habilitée à juger les politiques dans l'exercice de leurs fonctions, pour des infractions qui seraient commises dans l'exercice de leurs fonctions? Franchement, je n'ai pas d'avis spécialement arrêté là-dessus. Et puis, vous répondre comme ça en une phrase, il faut la supprimer, oui ou non, je pense que c'est une question qui mériterait d'être... Bon, vous utilisez votre joker. Alors, vous êtes désormais de retour là où tout a commencé pour vous, à l'ENM, où vous êtes donc responsable de la formation continue. Récemment, il y a une toute nouvelle personne qui a été nommée à la tête de l'ENM, c'est Nathalie Roret, qui est avocate, de quoi remuer le monde des magistrats, d'autant que lorsque le ministre Éric Dupond-Moretti a nommé cette avocate à la tête de l'ENM, il a clairement pointé un corporatisme chez les magistrats. Je le cite lors de sa conférence de presse l'annonçant. « J'ai exprimé depuis longtemps l'idée que ce corporatisme qui éloigne la justice des citoyens prenait corps pour une part à l'École nationale de la magistrature. » Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Alors non, je ne suis pas d'accord avec ça. Sur la nomination de Nathalie Roret, on était très content en fait d'avoir une avocate à la tête de l'école. Je veux dire que ce soit un magistrat ou un avocat, la question c'est quel est le contenu en fait qu'on produit pour les collègues. L'ENM en fait elle doit répondre à des besoins. C'est-à-dire que s'il y a un collègue à un moment donné qui dit là-dessus on n'est pas bon, moi j'ai un besoin de formation, il faut que l'école, et notamment la formation continue, puisse être en mesure d'y répondre. Moi je vais vous dire l'entre-soi, je ne le perçois pas à l'ENM pour une raison très simple, c'est que si on fait le bilan juste du nombre d'intervenants au sein de l'ENM, vous avez énormément d'avocats, vous avez énormément de professions judiciaires, vous avez énormément de notaires, vous avez des journalistes, énormément qu'on fait intervenir, et vous avez des magistrats. Donc en fait, l'ENM, si vous voulez, c'est pas entre soi. Pour moi, le vrai sujet, c'est qui peut accéder à l'ENM. Pour moi, le sujet, on en revient à ce qu'on se disait au début, c'est avant en fait. C'est est-ce que le fils de paysan d'agriculteur qui est en Bourgogne, est-ce qu'il a les mêmes chances d'accès que celui qui a fait Sciences Po Paris et qui a les codes depuis son plus jeune âge? Pour moi, le sujet, il est là. Et pour l'instant, pour vous, la réponse est non? Pour l'instant, moi, je pense qu'il reste encore du chemin à faire. Ouais. Une dernière question s'agissant de l'ENM. Vous m'arrêtez si je me trompe, un audit de l'ENM a été demandé et cet audit est mené par 2 cabinets de conseil privés. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir recours à des cabinets privés pour réformer une école qui forme celles et ceux qui auront à cœur de rendre justice et de servir l'intérêt public et général? Alors, je peux me tromper, mais je crois que l'idée, alors avec évidemment la procédure de marché public, avec différentes personnes, différents cabinets qui ont répondu à l'offre, je crois que l'idée, qui part plutôt d'une bonne idée, c'est de se dire, peut-être qu'en fait, quand on réfléchit, nous, institutions judiciaires, sur l'ENM, il y a peut-être des choses qu'on n'est plus en mesure de voir parce qu'en fait, on est dans le circuit. Et peut-être qu'avec un regard extérieur, il y a peut-être des choses qui vont être pointées et qui pourront être méritées d'être mises en balance ou en tout cas d'avoir matière à réflexion. Est-ce que c'est une bonne idée? Pourquoi pas? C'est un peu la révolution à l'ENM. On nomme une avocate pour casser le corporatisme des juges et on fait rentrer 2 cabinets privés pour dire attendez, on va réorganiser tout ça. Est-ce que c'est une façon de dire à la magistrature on vous fait confiance et on vous défend face à cette défiance de la justice qui, pour une part, sans doute, est justifiée, mais qui est aussi, qui correspond aussi à des attaques contre ce que d'aucuns appellent la République des juges, etc. Alors moi, au quotidien, à l'ENM, avec la directrice, j'ai pas le sentiment qu'on vive des attaques quotidiennes. Au contraire, j'ai plutôt le sentiment de quelqu'un qui comprend ce qu'on fait et qui voit qu'on est quand même une école assez ouverte. Ensuite, sur l'audit, moi, je suis plutôt tendance à attendre avant de hurler, attendre de voir les conclusions de l'audit, attendre de voir ce qu'ils vont en proposer. Mais admettons, juste, j'ai mis une hypothèse. Si l'audit met en lumière des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé et qui sont des choses qui sont pertinentes pour les magistrats, pourquoi est-ce que ce ne serait pas une bonne chose? Merci Youssef Badr d'être passé par À l'air libre. Vous restez avec moi pour le 24 heures. Le 24 heures.
Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, je vous fais un rapide résumé. D'abord, un portfolio de Raphaël L sur un texte de Jean-Louis Le Touzé. Du 17 mars au 10 mai 2020, Jean-Louis Le Touzé a tenu pour Mediapart la chronique quotidienne à l'heure du confinement d'un village du Pas-de-Calais, Audrecel, 649 habitants. Un an après, retour sur place et rencontre avec des restaurateurs inquiets, des voisins qui savourent encore les liens créés durant ce temps suspendu, des musiciens amateurs qui ne répètent plus et des gens qui ne comprennent plus rien. Ensuite, cette décision de justice hallucinante racontée par Marine Turki. Le 17 septembre dernier, la Cour de cassation a rendu définitive une décision de la Cour d'appel de Versailles qui avait prononcé le divorce pour faute au tort exclusif de la femme car celle-ci refusait d'avoir des relations sexuelles avec son époux. Une sanction rendue possible par une interprétation archaïque du Code civil mais aussi une jurisprudence constante en la matière. Enfin, des nouvelles de l'affaire du syndicat pro-Blanquer Avenir Lycéen. Antion Rouget nous raconte que le parquet de Paris a ouvert une enquête judiciaire à la suite de nos révélations sur les dépenses démesurées du syndicat. Le ministère avait enterré les alertes sur les dérapages financiers de ce syndicat Avenir Lycéen. Merci de nous suivre chaque soir. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Salut, bonne soirée.